Donc, je reprends, le texte, de David Lloyd. Je fais un court résumé. Son idée, c'est qu'il y a un parallèle entre notre situation personnelle et notre situation, collective en tant qu'être humain, en tant qu'homo sapiens sapiens. Dans notre situation personnelle, si on suit les enseignements du Bouddha, nous savons que nous avons une fausse, illusoire, idée d'un moi que nous ressentons, cette insécurité, que nous ressentons qu'il y a quelque chose d'illusoire, dans notre, idée d'un moi stable, existant, continu et permanent. Et parce que nous ressentons cela, c'est la base de dukkha, c'est l'ignorance et ça met en jeu notre, avidité. Nous essayons de remplir ce manque, sans cesse, mais il y a rien qui marche et au contraire, nous nous sentons, toujours, séparés. En créant un moi, nous créons un extérieur, un autre et dont nous nous sentons toujours séparés. L'idée de Loy, ça c'est la première partie, c'est la théorie, bouddhiste assez classique. L'idée de Loy, c'est que cela s'applique à nous en tant que moi collectif, en tant qu'espèce Homo sapiens sapiens. C'est également une construction, c'est une construction qui nous a fait ressentir que nous, en tant qu'êtres humains, nous étions séparés, qu'il y avait autre. L'autre, bah, c'est tout le reste, êtres, plantes, ce qu'il appelle la biosphère, qu'on pourrait appeler la Terre. Et parce que nous nous sentons séparés, il y a aussi dukkha, et il y a ce même mécanisme d'essayer de remplir un petit peu ce manque par l'avidité, et ce qui fait que nous sommes dans le toujours plus, et dans ce toujours plus, nous accélérons une forme de destruction parce que nous essayons d'avoir beaucoup de choses, bah, d'avoir tout, nous n'arrivons pas à nous arrêter et ça crée une destruction parce qu'on a posé que l'extérieur était autre et donc que nous n'avons pas de responsabilité en quelque sorte par rapport à ça. Et le deuxième point dans ce cas de figure d'un moi collectif, c'est un point assez classique, mais intéressant, c'est que, heu, autrefois, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les sociétés prémodernes, avant la révolution industrielle, chaque personne avait une place, dans la société, une société qui était très bien comprise. Ici, il y avait les dieux, il y avait les gouvernants, il y avait les gens et cetera et que ça allégeait, ça empêchait, en fait, ce sentiment d'insécurité du moi. Mais au moment où, on va dire, d'une certaine façon, Dieu est mort, au moment où les sociétés avec comment dire, des positions traditionnelles, inébranlables, qu'on ne pouvait pas remettre en cause, qui ont été remises en cause, mais pas partout. Euh, Au moment où tout ça s'est écroulé, eh bien, ce manque est devenu encore plus grand et donc notre destruction de la nature s'est accélérée. Voilà la théorie que je trouve très intéressante de Loy. Et là, je vais repasser à son texte. Mon idée, c'est que la croissance économique et technologique en elle-même ne peuvent pas résoudre ce problème de base de l'être humain. Qu'est-ce que ça signifie d'être humain? Heu, il peut y avoir un bon moyen d'accomplir quelque chose, mais ça ne peut jamais être une fin. Puisque nous ne sommes pas sûrs de comment résoudre ce problème, nous avons trouvé un substitut, sous la forme d'être sauvés d'une façon séculière, heu, à travers la consommation, de tout ce que nous pouvons. Et puisque nous ne savons pas vraiment vers où nous allons ou quelles valeurs nous devrions mettre en premier, nous sommes devenus, dit-il, obsédé de façon démoniaque avec un pouvoir, une puissance qui croît toujours et un contrôle sur le monde qui essaye de croître toujours. Et c'est là qu'il y a un parallèle avec notre situation individuelle, parce que nous manquons de la sécurité qui viendrait de connaître parfaitement notre place et notre rôle dans le cosmos. Nous avons essayé de créer notre propre sécurité. Et nous avons un essai collectif pour contrôler les conditions de notre existence sur cette planète à l'aide de la technologie moderne. Et nous avons essayé de remodeler la Terre afin qu'elle soit complètement adaptée pour servir nos propres buts, jusqu'à ce que tout devienne un instrument de notre volonté, une ressource, entre guillemets, que nous pourrions utiliser. Cela en débit du fait, ou bien à cause du fait, que nous ne savons pas quel devrait être notre fin, nos véritables buts.
Et d'une façon ironique, même si c'était facile à prédire, cela n'a pas du tout, ren comment dire, aidé à construire un sens de la sécurité et nous n'arrivons pas à trouver ce que nous cherchons. Au contraire, nous devenons plus anxieux et plus confus et pas moins. Et si ces parallèles sont valides, c'est-à-dire ce parallèle entre la situation de l'être humain individuel et la situation de l'être humain en tant que tout, alors la crise écologique que nous rencontrons maintenant est inévitable. Ça veut dire que plus ou moins tôt, ou peut-être à l'instant même, nous allons nous heurter aux limites de ce projet compulsif d'une croissance sans fin et d'un manque de contrôle. Si notre si le fait que nous nous appuyons de plus en plus sur la technologie, que nous la voyons comme une solution à tous nos problèmes, n'est qu'en fait qu'un symptôme du problème plus large, de ce problème de notre insécurité, alors cette crise écologique demande plus qu'une réponse technologique. Même si une certaine forme de réponse technologique est nécessaire. Par exemple, on peut trouver comment faire des panneaux solaires plus efficaces. Mais s'appuyer seulement sur une réponse technologique, c'est une erreur, puisque cette réponse technologique en elle-même est à la source du problème. Donc, augmenter notre dépendance sur des technologies de plus en plus sophistiquées, de plus en plus puissantes, en fait, ça n'a comme effet que d'aggraver notre sens de la séparation du monde naturel. Là où euh, une solution vraiment efficace impliquerait de reconnaître que nous sommes partie intégrale de ce monde naturel. Ça signifierait aussi prendre notre responsabilité pour le bien-être de la biosphère, parce que ce bien-être de la biosphère, en fin de compte, ne peut pas être distingué de notre propre bien-être. Lorsque nous comprenions cela parfaitement, alors nous prendrions soin des forêts primaires comme je prends soin de mon propre corps. Est-ce que ça veut dire que cette solution implique le retour à la nature? Ben, en fait, ça serait comme, essayer de se débarrasser de son propre moi. Ce n'est ni désirable, ni possible. Nous ne pouvons pas retourner à la nature parce que nous ne l'avons jamais quittée. Si vous regardez autour de vous, même si vous êtes dans une pièce sans fenêtre, tout ce que vous voyez vient de la nature. Pas seulement le bois qui vient des arbres, mais le plastique qui vient du pétrole et le béton qui vient du sable et des pierres. Notre environnement, en fait, c'est pas un environnement. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la place où, ben, à l'instant même, je suis, mais plutôt la biosphère et le sol même, la base même d'où apparaît tout ce qui m'entoure, d'où va naître tout ce qui m'entoure. La terre, ce n'est pas seulement ma maison, en quelque sorte, mais c'est ma propre mère. En fait, notre relation avec elle est même plus intime parce que nous ne pourrons jamais couper le cordon ombilical. L'air dans mes poumons, comme l'eau ou la nourriture qui pénètre dans ma bouche et passe à travers mon système digestif, tout cela est parti d'un système beaucoup plus grand que moi, qui comprend tout et qui circule à travers moi. Et ma vie, c'est un processus qui dépend de tout ce qui m'entoure et qui contribue à tout ce qui m'entoure. Cela est vrai aussi de façon collective. Tous nos déchets ne vont pas disparaître seulement parce qu'on trouve un endroit pratique pour les déposer. Le monde est assez grand pour que nous puissions, pour un moment, ignorer ce problème, mais à un moment, bah, tout ce que nous déposons va revenir vers nous et si nous salissons, notre propre nid, nous n'aurons plus aucun endroit pour aller. Selon cette compréhension, le problème, ce n'est pas la technologie en elle-même, mais cette espèce d'obsession qui nous a amenés à l'exploiter sans fin. Si nous n'avions pas ces motivations, sans fin, nous serions capables d'évaluer notre technologie de façon juste en regardant les problèmes écologiques qu'elle a, apportés et les solutions écologiques, que la, technologie peut aider à trouver. Par exemple, étant donné les risques à long terme associés avec la puissance nucléaire, je ne peux pas l'imaginer autrement qu'une solution à court terme pour nos besoins énergétiques. À la place des
comme on dit, des énergies fossiles, la réponse serait d'avoir des sources renouvelables comme le solaire, le vent, et cetera, et aussi, surtout, un besoin réduit en énergie. Aussi longtemps que nous pensons qu'il y a, une nécessité d'expansion continue, qu'elle soit écologique et qu'elle soit technologique ou économique, eh bien, ça nous est impossible de même imaginer une réduction drastique de nos besoins énergétiques. Mais nous avons besoin d'une nouvelle compréhension de, cette situation de base et des nouvelles possibilités qu'elle va offrir. Et ça, là, après, j'aime beaucoup. Il dit: «En fait, c'est très simple, mais c'est pas forcément facile. Il y a une solution à nos problèmes énergétiques. Au lieu de se demander: "Comment est-ce que je peux, obtenir toute l'énergie dont j'ai besoin?", moi, je propose que nous disions plutôt en tournant le problème: "Comment est-ce que je peux calculer l'énergie renouvelable qui est disponible et restructurer mes besoins et la civilisation humaine selon la disponibilité de ces énergies. C'est effectivement exactement le contraire et je crois qu'il n'y a pas de, pour l'instant, de proposition en ce sens, tellement elle paraît énorme, mais effectivement, elle paraît logique. Au lieu de partir de mes besoins, je vais partir de ce qui est disponible. Ok, voilà, je vais passer ensuite à la partie suivante. Donc, je voudrais terminer le texte de Loy et enfin moi ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est que, il va en grandissant en fait. Il est parti de l'être, humain individuel, il est passé à l'être humain en tant qu'espèce et maintenant il passe au cosmos et sa dernière phrase, qui me touche beaucoup, qui dit, Est-ce que notre espèce, est-ce que l'être humain va devenir le bodhisattva du cosmos?» Voilà où on arrive à la fin et maintenant je reprends le texte. Mais est-ce que la compréhension de ce mécanisme qui nous fait chercher à avoir toujours plus est suffisante pour résoudre cette anxiété de base qui est en nous maintenant, à une époque où nous avons à créer notre propre situation, la propre signification de notre vie en tant qu'être humain dans un monde où il n'y a plus de Dieu. Heu, qu'on l'aime ou pas, aujourd'hui notre, heu, conscience, qu'elle soit individuelle ou conscience en tant que, collectif, nous éloigne complètement des, points de vue des mondes, prémodernes et d'une sorte de, signification naturelle de la vie qu'ils apportaient. Et nous ne voudrions sans doute pas retourner à des, points des vies, des modes de vie qui étaient extrêmement rigides, souvent maintenus par la force, même si nous le pouvions. Mais quelles autres alternatives sont-elles possibles pour nous? Ça veut dire qu'il faut se demander comment, mettre en œuvre ce parallèle entre l'éveil individuel, du Bouddha et un éveil, collectif. Ainsi, Thich Nhat Hanh dit: «Le Bouddha a atteint, l'éveil intellectuel et maintenant nous avons besoin d'une illumination collective pour arrêter la course à la destruction». Donc j'aimerais conclure avec quelques réflexions sur ce qu'une illumination collective pourrait signifier. Le problème le plus important peut-être est la façon dont nous comprenons l'évolution. Parce que, il y a une compréhension qui est tout à fait compatible avec l'accent que le Bouddha met sur l'impermanence, c'est-à-dire un processus continu, l'insubstantiel et l'interdépendance. Si, les religions sont, importantes encore aujourd'hui, il faut qu'elles arrêtent de refuser ou d'ignorer ou de minimiser, l'évolution et qu'au contraire elles centrent leur message sur sa signification, celle de l'évolution. Selon, un certain nombre de scientifiques, la découverte scientifique la plus importante de tous les temps est que si vous laissez du gaz, hydrogène, de l'hydrogène seul pendant, bon, à peu près 14 milliards d'années, plus ou moins, à quelques millions d'années près, cet hydrogène va devenir des boutons de rose, des girafes et des humains.
Je crois que c'est aussi une découverte spirituelle importante et de plus, il me semble que même 14 000 000 d'années, c'est pas une période de temps aussi grande que ça pour le cosmos, pour passer du Big Bang à Bouddha ou à Einstein et que cet hydrogène et nous avons une façon différente possible de le comprendre. Ce que nous pensons généralement comme une évolution, ce n'est qu'un des 3 processus progressifs. D'abord la fusion du Big Bang, des particules en éléments, supérieurs, dans le cœur des étoiles et des supernovas et puis il y a le départ d'une vie auto-réplicante et l'évolution des plantes et des espèces animales et à la fin, le développement culturel nécessaire pour produire des êtres humains hautement évolués comme Shakyamuni Bouddha et Einstein. Et ce dernier processus, le processus d'un développement culturel, dépend des tout premiers. La vie telle que nous la connaissons a besoin d'éléments comme du carbone et de l'oxygène et la culture humaine est le développement d'une espèce particulière, mais qui dépend de toutes les autres espèces et de tout ce qui s'est passé auparavant pour survivre et se développer. C'est comme des processus qui seraient impliqués l'un dans l'autre. Lui, il dit c'est comme des nids. Chaque processus est le nid pour le processus suivant, qui a son tour le nid pour le processus suivant. Alors, si l'on est théiste, c'est-à-dire si on n'a pas une vision, si on a une vision de Dieu, on a tendance à croire qu'il y a un être en dehors de ces processus qui les dirige. Et au contraire, beaucoup de scientifiques voient ces développements comme se produisant au hasard et l'évolution de la vie serait due à des mutations au hasard de l'ADN. Alors, est-ce qu'il y a une troisième voie entre ces deux voies? Selon un biologiste évolutionnaire de l'évolution, l'évolution n'est ni au hasard, ni déterminée, mais elle est créative. Donc, créative de quoi? Eh bien, il y a une tendance vers une complexité toujours croissante. On ne peut pas l'ignorer. Et cette complexité toujours croissante semble être associée à une conscience de soi toujours plus grande. D'un point de vue bouddhiste, ceci nous offre des possibilités intéressantes. Est-ce que nous pourrions imaginer que cette auto-organisation de l'univers est sa tentative pour devenir de plus en plus autoconscient? Est-ce que mon désir de m'éveiller, puisqu'on sait que Bouddha signifie l'éveiller, est-ce que mon désir de m'éveiller est l'envie du cosmos de devenir conscient de lui-même et de moi également? Dans son histoire de l'univers, Brian Smith offre une idée parallèle. L'esprit qui cherche le contact avec la Voie lactée est l'esprit même de la Voie lactée qui recherche ses propres profondeurs intérieures. C'est quand même joli ça. Nous croyons que nous allons vers la Voie lactée, mais en fait la Voie lactée va vers elle-même à travers nous. Qu'est-ce que cela implique, par exemple, quand on admire un merveilleux coucher de soleil? Eh bien, le poète Walt Whitman, par exemple, est un espace que la Voie lactée a créé afin de ressentir sa propre grandeur. C'est joli, hein? On serait en fait des morceaux créés par l'univers et par le cosmos pour refléter sa beauté. Edgar Morin, dans un de ses livres, dit quelque chose d'un peu semblable. C'est curieux parce qu'il dit l'univers a besoin de nous pour admirer sa beauté. Voilà. C'est vrai que sont des idées tellement extraordinaires qu'il nous faut un petit peu de temps parce que nous, vraiment, on peut pas. Voilà, il faut un esprit complètement poétique ou un esprit peut-être complètement éveillé pour arriver à les saisir. Mais je trouve que tout ce qui est une nouvelle façon de voir le monde est toujours enrichissant. Donc, je continue. Est-ce que c'est de cette façon, c'est-à-dire l'univers essayant de s'éveiller à travers nous, que l'éveil bouddhiste pourrait être compris aujourd'hui? Est-ce que c'est cela que le Bouddha Shakyamuni a réalisé lorsqu'il a levé les yeux et qu'il a vu l'étoile du matin? Et regardons comment Dogen décrit son propre éveil. Citation, j'en suis venu à réaliser clairement que l'esprit n'est autre que les montagnes et les rivières, et la grande terre, et le soleil, et la lune, et les étoiles. Alors,
Est-ce que la façon de comprendre l'évolution est vraiment compatible avec les enseignements bouddhistes? Bon, c'était un point très compliqué, mais je veux juste, rappeler que, heu, s'il y a une direction apparente, dans l'évolution, elle implique toujours un accroissement de conscience. Le Mahayana dit que la forme n'est autre que le vide n'est autre que la forme. Et cela, a un sens si on regarde la forme de tous les êtres de l'univers comme étant toujours le vide, que la structure de ces êtres soit simple ou complexe, et à partir de là, l'univers, en fait, ne change pas. En d'autres mots, la signification du cosmos est juste cela à chaque instant. Et cela signifie que chaque chose est la manifestation complète du tout, sans rien perdre ni sans rien gagner. On pourra appeler ça la dimension verticale, c'est-à-dire la réalité absolue, mais il y a aussi une dimension horizontale, la vérité relative, qui dit que les formes se complexifient avec le temps. Est-ce que c'est un progrès? Est-ce que c'est le rôle spécifique de l'être humain dans ce processus? Et est-ce que nous sommes des êtres et est-ce que nous sommes les seuls êtres qui sont capables d'éveil ou pas? Peut-être que des personnes comme le Bouddha ou comme Gandhi sont des porteurs de lumière et qui nous montrent comment notre espèce a besoin de se développer, dans quelle direction. Ce qui voudrait dire que l'évolution culturelle la plus nécessaire aujourd'hui implique une pratique spirituelle qui aide à résoudre la fiction d'un soi séparé, heu et qui implique que mon bien-être, dans mon idée d'un soi séparé, est différent. Je peux le distinguer du bien-être des autres. Peut-être que notre problème, de base n'est pas seulement que nous nous aimons beaucoup, mais c'est qu'il y a une incompréhension profonde de ce qu'est notre véritable moi. Sans la compassion qui va s'éveiller lorsque nous réalisons notre non-dualité, non-séparation, c'est-à-dire une empathie qui n'aille pas seulement vers les autres humains, mais avec la biosphère en son entier, eh bien, on peut imaginer que la signification que nous connaissons ne survivrait pas sans cette compréhension profonde de non-différenciation. La civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui ne pourra pas survivre aux quelques siècles à venir, et d'ailleurs, elle ne le mérite pas. Si mes spéculations sont vraies, il faut voir comment l'expérience en fait de l'Homo sapiens sapiens va être un support réussi pour un processus d'évolution cosmique. Oui, c'est très grand tout ce qu'il voit David Lloyd. OK, c'est peut-être pas toujours tout à fait clair, mais j'espère que on peut saisir l'idée. Pour terminer, est-ce que cela nous donne une autre perspective sur notre relation collective en tant qu'être humain avec la biosphère? Est-ce que cette crise écologique est un challenge spirituel qui va nous obliger à réaliser notre non-dualité avec la Terre? Rappelez-vous ce que nous avons dit plus tôt sur le chemin du bodhisattva. Même si les êtres vivants sont innombrables, le bodhisattva fait le vœu de les sauver tous. Cette décision vient naturellement lorsque nous réalisons qu'aucun des êtres n'est séparé de nous-mêmes. Cela suggère un parallèle final entre l'individu et le collectif. Est-ce que notre espèce va devenir le bodhisattva collectif de la biosphère? Aujourd'hui, il y a un challenge pour l'humanité pour qu'elle découvre la signification et le rôle dont elle a besoin pour réparer cette rupture entre nous et notre mère, la Terre. Et cette guérison nous transformera autant qu'elle transformera la biosphère. Voilà, j'espère que vous avez trouvé, beaucoup de choses, challenge, hein, comme il dit, c'est vraiment un challenge, ce sont des idées tout à fait nouvelles, ce sont des idées, bon, bah, qui ont rien à voir avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, tout ce qui est présent dans notre vie, et en même temps, je pense que, à travers Zazen, nous réalisons cette non-dualité, avec le tout,
heu, dont Maître Dogen parle très bien, dont le Mahayana parle très bien et qui est déjà complètement présente, bien sûr, dans, le, bouddhisme indien. Je trouve que c'est très joli quand il dit peut-être que le Bouddha, quand il a levé les yeux, le matin et qu'il a vu l'étoile de matin, il a réalisé, cette, comment dire? Ce rapport complet que nous avons avec le cosmos et la non-différenciation. Notre éveil n'est autre que l'éveil de tout le cosmos. Voilà, je trouve ça très beau. J'espère que vous avez, été intéressé par, tout cela et encore une fois, je pense que notre esprit a besoin, c'est Daishin, hein, nous avons besoin d'un esprit vaste et sans limite, parce que sinon, les problèmes que nous avons, tant sur le plan individuel que collectif, ne pourront pas être réglés. Je vous remercie.